Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, depuis la parution de son premier livre, Les armoires vides, en 1974, Annie Ernaux n'a cessé d'explorer à travers l'écriture son expérience, celle des autres aussi, celle de sa génération, de ses parents, des femmes, des anonymes et des oubliés. On va découvrir son portrait dans un instant. Et puis, elle a une idée derrière la tech, c'est Ingrid Bianchi qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Ingrid. Bonjour Philippine. Et qui nous accompagne tout au long de cette émission. De quoi allons-nous parler avec vous aujourd'hui ? Alors nous allons parler des inégalités scolaires à travers la présentation d'un rapport qui s'intitule Scolarité, le poids des héritages. Eh bien génial, et on voit ça dans un instant aussi. Et puis, elle se bat pour un monde meilleur et une école plus juste. Véronique Decker a vécu et a travaillé à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Institutrice puis directrice d'école depuis plus de 30 ans, elle revendique la puissance éducative, créatrice et émancipatrice de l'école publique. Un message fort, vous allez le voir. Combatif, plein d'humanité et d'empathie aussi, qu'on va découvrir dans un instant parce qu'elle nous fait la chance d'être avec nous aujourd'hui, l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, pardon. Véronique Decker, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous avoir dans l'émission, mais juste avant de débuter nos échanges, place au focus. Vous le savez, 2022 a été une année très riche en prix Nobel pour les Français. Alors qu'Alain Aspect a reçu le prix Nobel de physique, sa compatriote Annie Ernaux a reçu le prix Nobel de littérature. Une femme engagée dans les romans qui ont conquis le monde entier. Son portrait tout de suite avec Xavier Terrade. The Nobel Prize in Literature for 2022 is awarded to the French author Annie Ernaux. Le 6 octobre 2022, Annie Ernaux est devenue la première femme française à obtenir le prix Nobel de littérature. Une fierté nationale sacrée à l'international. Annie Ernaux écrit depuis 50 ans le roman de la mémoire collective et intime de notre pays. Sa voix est celle de la liberté des femmes et des oubliés du siècle. Elle rejoint par ce sacre le grand cercle de Nobel de notre littérature française. L'avait ainsi félicité sur Twitter Emmanuel Macron. Pourtant, le cœur de l'auteur bat beaucoup plus à gauche. C'est ainsi en effet aux côtés de Jean-Luc Mélenchon qu'elle a été aperçue lors de la marche contre la vie chère le 16 octobre 2022. Son plus grand chef-d'œuvre reste Les années. 10 ans après sa sortie, l'ouvrage a été traduit en anglais en 2018. La porte d'entrée vers le Nobel. Pour cette féministe, il n'y a pas d'écriture féminine avec le corps. Elle écrit avec sa tête. L'écrivaine qui a commencé sa carrière avec Les armoires vides en 1974 reconnaît que la place des femmes en littérature en France a heureusement changé. Les écrivaines, c'était un peu toujours l'exception. À une époque où il y avait une émission très connue qui était l'émission de Bernard Pivot, on mettait les femmes ensemble souvent. Voilà, c'était les femmes ensemble, et quand c'était des hommes qui n'avaient pas de femmes, on ne remarquait pas. C'est comme si l'absence des femmes ne se remarquait pas en littérature. Et avouez que c'est quelque chose d'énorme. Il y a bien sûr un progrès. Annie Ernaux a toujours excellé dans le roman autobiographique. En 2008, toutefois, avec son livre Les années, qui lui a permis de recevoir les prix Marguerite Duras et François Mauriac, elle a commencé à brouiller les pistes en jouant avec les pronoms. Et donc, ensuite, il y a eu donc l'écriture des années. Donc, après, je pense que déjà, il y avait cette habitude, cette habitude d'écrire à la troisième personne, puisque dans les années, toutes les photos, ce sont des photos personnelles, mais toutes les photos sont décrites à la troisième personne, elle. Donc, je crois qu'au bout d'un certain temps, d'ailleurs, les hésitations ont duré pas mal de temps. J'ai choisi d'écrire, j'ai réfléchi pourquoi il fallait que j'écrive avec elle. Peu importe qu'elle varie entre je ou elle, Annie Ernaux est une auteure exceptionnelle qui continue à publier et faire parler. Une femme qui a toute l'étoffe d'un prix Nobel. Institutrice depuis plus de 30 ans, directrice d'école pendant plus de 15 ans dans une école élémentaire de Bobigny en Seine-Saint-Denis, cette femme est de ceux dont la vie a été consacrée à une cause. La sienne, c'est l'école publique et les élèves qui la fréquentent. Dans la lignée des enseignants d'avant-guerre, elle est convaincue que l'école républicaine doit aussi être le lieu où les futurs citoyens grandissent, se forment et s'épanouissent. Portrait d'une femme dans un instant qui révolutionne l'éducation de l'intérieur dans la première partie du talk.
Véronique Decker, on est ravis de vous avoir dans l'émission. Vous êtes notamment l'autrice de plusieurs livres sur l'école, notamment pour une école publique émancipatrice, dans lequel vous avez cette phrase qui, moi, m'a beaucoup touchée et qui a retenu mon attention et qui, si vous le voulez bien, sera un peu le fil rouge de notre interview aujourd'hui. Vous dites « Si l'école recule aujourd'hui, ce n'est pas la responsabilité des maths modernes, des méthodes globales ou du collège unique, c'est parce que socialement, notre pays recule car on ne se bat plus suffisamment pour maintenir ce qui paraissait être des acquis sociaux inébranlables. On ne saurait faire école aujourd'hui sans se soucier de la société qui nous entoure, sans trouver des chaussures aux petits Syriens qui arrivent, sans s'interroger aussi sur ce qui nous pousse à avoir besoin d'aller dans les magasins le dimanche, alors que tout le monde se doute que les enfants des caissières sont à l'abandon pendant ce temps. » Ces mots, ce sont des mots très forts, Véronique Decker, engagés aussi, qui marquent et qui interpellent. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à consacrer votre vie en tant qu'enseignante, puis directrice d'école depuis tant d'années ? Alors, je n'ai pas consacré ma vie, c'est un métier. Il s'est trouvé que j'ai exercé ce métier dans des conditions particulièrement difficiles parce que la vie des gens qui habitent en cité en Seine-Saint-Denis est une vie difficile et du coup, la vie de leur enfant aussi est difficile. L'enfance, normalement, ça devrait être un temps d'insouciance dans lequel la santé devrait être gratuite, l'école devrait être gratuite, les clubs de sport devraient être gratuits, les colos devraient être gratuits. Bref, tout ce qui est nécessaire pour faire grandir un enfant devrait être accessible à tous les enfants de ce pays. Moi, j'ai travaillé 27 ans comme directrice d'école et 39 comme enseignante. Je n'ai jamais vu cette situation. Donc, il y a encore des combats à mener. Justement, dans ces combats que vous menez, vous parlez aussi de valeurs. Quelles sont les valeurs que vous avez essayé de transmettre justement aux enfants que vous avez accompagnés, notamment, on le sait, à Bobigny, dans des quartiers souvent défavorisés, à travers votre enseignement depuis des années? Quelles sont ces valeurs? La première, pour moi, c'est la coopération, la solidarité. Personne ne s'en sortira tout seul. Là, avec le réchauffement climatique, les gens qui pensent que leurs enfants vont s'en sortir parce qu'ils auront fait, eux, tout seuls, de bonnes études, sont complètement dans les choux. On s'en sortira ensemble en cherchant des solutions pour tout le monde. C'est pas assez, justement, soutenu par l'éducation nationale, ou du moins par notre pédagogie en France aujourd'hui, selon vous? C'est pas soutenu par l'ensemble de la société. Il y a une logique individualiste qui est mortifère. Pourquoi vous avez choisi, vous en parlez très bien dans votre livre, d'adopter la pédagogie de Célestin Freinet dans votre école? En quoi elle est incontournable, cette pédagogie, selon vous? Parce qu'elle forme des citoyens qui réfléchissent. Voilà. L'objectif de la pédagogie Freinet, c'est plus une réussite humaine qu'une réussite strictement scolaire. C'est de former des gens qui vont être capables de réfléchir et d'agir alors qu'on ne sait pas du tout de quoi demain sera fait et qu'on ne sait pas du tout de quoi les enfants vont avoir besoin. Le fait de leur avoir appris à réfléchir ensemble, à agir ensemble et à s'entraider leur permettra d'être plus forts que les intelligences artificielles. C'est une crainte que vous avez eue peut-être en tant qu'enseignante et directrice d'école, justement l'arrivée des nouvelles technologies dans l'éducation, l'arrivée de l'intelligence artificielle aussi? La crainte, c'est l'usage qu'on en fait. Vous voyez, un marteau, je peux m'en servir pour planter un clou, je peux m'en servir pour écraser la tête de mon voisin. Ça ne sera jamais la responsabilité du marteau. La responsabilité, elle est toujours dans les mains de l'humanité. À quel défi spécifique vous avez été confrontée en tant qu'enseignante et directrice d'école à Bobigny, on le sait, hein, dans une zone sensible? Quels sont les sujets auxquels vous avez dû faire face pendant toutes ces années? Essentiellement les conséquences de la pauvreté et, avec l'arrivée des bidonvilles et des Roms, les conséquences de l'extrême pauvreté. Et donc, ces conséquences en termes de santé, d'humanité, je me suis retrouvée avec des élèves qui étaient mordus par des rats la nuit. Et évidemment, les objectifs pédagogiques se décentrent un peu.
Vous les avez accueillis, hein, ces Roms. Vous avez même publié plusieurs tribunes à ce sujet parce que les autres écoles du quartier n'en voulaient pas, c'est ça? Ah non, les autres écoles du quartier à Bobigny en avaient toutes. Ça n'est pas du tout le souci. C'est la société qui n'en voulait pas. C'est le gouvernement qui ne voulait pas aider à la résolution de ce problème. C'est le département qui coupait l'eau dans le parc de la Bergère pour éviter que les Roms puissent accéder à de l'eau potable. C'est la municipalité, enfin pas celle de Bobigny, mais d'autres municipalités qui refusaient de les inscrire dans les écoles. C'est les clubs sportifs qui les mettaient au tarif maximum parce que le tarif minimum était réservé aux élèves qui pouvaient produire une quittance de loyer, et ce n'était pas leur cas. Voilà. C'est le refus de la société de voir l'existence de ces enfants-là. C'est un refus aussi d'inclusion, ce que vous nous dites. Oui, un refus d'imaginer que cette misère-là qui avait disparu en France depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale revenait. Quels sont les principaux, c'est absolument intéressant, quels sont les principaux enseignements que vous tirez justement de votre expérience? S'il y avait une ou deux choses que vous pourriez nous raconter de votre expérience en tant que directrice d'école, en tant qu'enseignante, dans un contexte justement, vous nous le dites, marqué par les inégalités socio-économiques notamment. L'intérêt des enseignants, c'est que ce sont des gens qui font. C'est-à-dire qu'on est beaucoup gouverné par des gens qui parlent, et qui estiment qu'une fois qu'ils ont déposé des éléments de langage, leur tâche est faite. Alors que les enseignants savent que la tâche est faite quand l'action est menée et qu'elle a eu un résultat. Aujourd'hui, on est dans des politiques qui ne sont plus du tout des politiques de résultat, mais des politiques de paraître. Alors justement, ça va être l'objet. Ce que je garde, c'est ça. Ça va être l'objet effectivement de ma prochaine question. Vos combats, Véronique Decker, sont nombreux. Les constats que vous faites aussi sont parfois amers. Vous dites, depuis 10 ans, je ne vois que des régressions dans l'éducation nationale, dans l'éducation publique aussi, entre baisse du nombre des adultes, baisse du niveau de formation, hausse du nombre d'élèves par classe aussi, suppression de l'ensemble des budgets pour les projets scolaires. Véronique Decker, est-ce que l'éducation nationale souffre aujourd'hui d'un mal incurable ? Alors non, ce n'est pas incurable. Elle souffre aujourd'hui de choix qui sont faits consciemment, destinés à affaiblir un service public pour ouvrir des parts de marché à des grands groupes privés d'éducation. Mais on a vu avec Orpea ce que donnent les grands groupes privés qui s'occupent des EHPAD. On a vu avec les crèches ce que donnent les grands groupes privés qui installent des crèches privées. Et moi, je fais la proposition de conserver un service public de qualité et d'y consacrer tout ce qui est nécessaire en termes de moyens, de formation, d'attention, de cesser le bashing contre les enseignants et de veiller par une attention constante et un amour réel à l'école publique. Parce qu'on reçoit, vous le savez, dans cette émission, dans l'école du futur, de nombreux entrepreneurs aussi du secteur de l'éducation qui nous disent à quel point l'éducation nationale ne travaille pas assez aujourd'hui avec le secteur privé. Vous nous dites aujourd'hui un peu l'inverse. Vous êtes au cœur du système éducatif aujourd'hui. L'éducation nationale, elle n'a pas besoin de s'ouvrir au privé aujourd'hui ? Alors, si elle veut rester une école qui fonde une enfance commune aux enfants de tous les quartiers et les villages, non, elle n'a pas besoin de s'allier avec des groupes privés. Parce que le principe d'un groupe privé, c'est de produire des bénéfices pour ses actionnaires. Ça n'est pas de produire du bien-être pour une nation. C'est juste contradictoire. On va justement continuer d'en parler dans un instant, mais d'abord on va faire un côté du tour de la planète tech. Image, vidéo, c'est le Zap et c'est l'œil d'Edouard Deniau.
C'est avec les c'est avec ouais. Et on est de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de notre invitée Véronique Decker. Mais juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique d'Ingrid Bianchi qui a une idée derrière la tech. Alors Ingrid, avec vous, on va évoquer le sujet des inégalités à l'école, puisque à partir d'un rapport publié par France Stratégie, on le rappelle, c'est une institution gouvernementale, en septembre 2023, ce rapport a dit que, on le sait depuis longtemps, l'école peine à gommer les inégalités entre les élèves. Mais justement, qu'apporte de nouveau ce rapport ? Alors, ce rapport de France Stratégie est inédit, en fait, parce qu'il va remonter le fil des inégalités pour justement comprendre la construction tout au long du parcours des élèves. Et il nous révèle que, loin de réduire les inégalités de départ, en fait, l'école va plutôt contribuer à amplifier à chaque étape, de la maternelle jusqu'à la fin du lycée, comme par couches successives, comme une forme de sédimentation. Alors justement, le rapport a étudié les trajectoires des élèves à partir de 3 facteurs d'inégalité. Le premier, c'est l'origine sociale. Le deuxième, l'ascendance migratoire. Et enfin, le genre. Quel facteur semble le plus marquer justement le parcours scolaire ? Alors, j'ai choisi de mettre le focus sur l'origine sociale parce que justement, c'est la variable qui a le plus d'impact en fait, sur les trajectoires scolaires, suivies du genre et de l'ascendance migratoire qui sont par ailleurs étudiées dans le rapport. Alors, l'origine sociale pèse sur la performance des élèves, mais aussi sur l'orientation. Et enfin, va influencer le regard qu'on va porter sur les élèves et sur leurs chances de réussite. Donc, ces élèves de milieu modeste vont avoir des parcours plus chaotiques, plus heurtés et donc ils vont aussi avoir plus de redoublement potentiellement. On sait par exemple que les élèves qui ont des parents qui ont fait des études supérieures ont 14 fois plus de chances d'accéder au même niveau que les enfants dont les parents n'ont pas fait d'études. Et effectivement, c'est énorme. Alors à partir de quand commencent ces inégalités justement pour les élèves ? Alors la maternelle est le fondement des inégalités, même si l'accueil des tout-petits permet de compenser des inégalités de départ, elle ne les efface pas pour autant. On sait par exemple que dans les familles favorisées, les activités qui sont pratiquées, la lecture par exemple, les discussions, les jeux, vont permettre aux enfants d'acquérir des compétences autour du langage, mais aussi socio-comportementales. La persévérance, la concentration, la motivation. Or, à 2 ans, un enfant qui a été plus stimulé va avoir un vocabulaire beaucoup plus riche et cet avantage-là va le suivre notamment dans son parcours et notamment en primaire. Et justement, ensuite, les inégalités persistent et se creusent à l'école primaire, vous le dites, puis ça s'accélère au collège. En quoi le collège unique est-il justement le creuset des inégalités ?
En réalité, le collège est moins unique qu'il n'y paraît, puisqu'il opère une forme de ségrégation en préorientant les élèves différemment. D'une part, il y a des classes spécialisées comme les SECPA, où on retrouve justement des élèves de milieux modestes en surreprésentation. Et puis, il y a des options aussi, des sections avec le latin, les classes bilingues, les classes assises à horaires aménagés, où on retrouve les élèves justement de milieux favorisés. Donc ces parcours distincts dès le collège vont déterminer de manière cruciale les orientations de fin de troisième. Et en plus, les élèves, de manière générale, sont influencés par la projection des familles, aussi par l'école. Et souvent, les aspirations justement des enfants de milieux modestes sont peu challengées à la hausse. Donc, le poids des stéréotypes sociaux nous révèle que 35% en fait, seulement des élèves d'origine modeste vont accéder à la seconde générale, contrairement aux élèves de milieux favorisés qui, eux, sont représentés à 80%. Et au-delà des bifurcations au collège, le rapport révèle aussi un manque crucial de diversité sociale. Quel est l'impact justement des inégalités scolaires chez les élèves ? Alors, on le sait que les élèves vont de plus en plus, dans les milieux favorisés, vont de plus en plus se tourner vers les écoles privées. Et ce manque de diversité sociale va empêcher des jeunes à milieu modeste de côtoyer, en fait, les jeunes de milieux plus favorisés. Et donc, potentiellement, d'être inspirés, justement, et de challenger ces ambitions au niveau de l'orientation vers l'enseignement supérieur. Donc ce manque de diversité va limiter la probabilité que les jeunes de milieux défavorisés puissent poursuivre leurs études. Est-ce que le choix des spécialités au lycée a un impact justement sur ces inégalités ? Alors, il a un impact, évidemment, au lycée à partir du moment où le comportement va être différent dans le choix d'orientation. C'est-à-dire que dans les milieux favorisés, les élèves vont établir une forme de stratégie scolaire où ils vont être capables, parce qu'ils les connaissent, choisir des filières, des sections qui vont qui sont des voies d'accès vers les meilleures filières d'enseignement supérieur, les plus sélectives, les plus prestigieuses, ce qui donne évidemment derrière quelque chose de beaucoup plus rentable en termes de milieu professionnel, alors que les enfants de catégorie modeste vont plutôt avoir tendance à s'auto-censurer. Ils vont sous-estimer leur niveau et donc limiter leurs ambitions, avec parfois des difficultés aussi à se projeter, n'ayant pas forcément de rôle modèle. Tout à fait, bien sûr. Quelles sont les solutions possibles justement pour corriger ces écarts ? Alors, on a tendance à mettre le focus sur l'école primaire avec l'idée effectivement de pouvoir davantage accompagner les élèves en difficulté en se focalisant principalement sur les REP. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir aller dans tous les établissements où justement il y a des élèves en difficulté, de s'attaquer aux élèves en milieu modeste. Mais je dirais que le focus intéressant à creuser, ce serait l'orientation dans les collèges, puisqu'on sait que c'est le point de départ des bifurcations, des orientations qui va déterminer toute la suite du parcours. Et donc là, il sera intéressant de travailler sur la sensibilisation des élèves, mais aussi des familles, et de pouvoir faire en sorte que les élèves puissent challenger, puissent être encouragés à une diversité de filières pour pouvoir justement obtenir une évolution dans leur parcours scolaire qui soit conforme à leur niveau. Merci beaucoup, en tout cas, Ingrid Bianchi, pour cette première chronique. Je voudrais vous faire réagir, peut-être, Véronique Decker, à la chronique d'Ingrid Bianchi. Vous qui parlez de ces sujets aussi similaires, qui en avez fait vos combats aussi ces dernières années quand vous étiez encore directrice et enseignante. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, moi, je ne dirais pas que l'école crée des inégalités scolaires. Je dirais que l'école ne parvient pas à les compenser. On a bien vu pendant le confinement, à quel point, quand on enlève l'école, les inégalités scolaires deviennent un fossé considérable entre les enfants qui ont des parents disponibles et cultivés et ceux qui avaient des parents qui devaient travailler et qui n'avaient pas toujours les moyens d'assurer l'école. Donc, l'école, à l'évidence, atténue les inégalités, mais elle ne les atténue pas suffisamment. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'il y a autour est à l'effondrement. C'est-à-dire, il n'y a plus de médecine scolaire, il n'y a pas de système d'aide scolaire publique. Tous les RASED, y compris dans les REP, les réseaux d'aide aux enfants en difficulté sont à l'effondrement. Il n'y a pas suffisamment d'aide pour les enfants handicapés. Les dossiers mettent 18 mois à être instruits. Voilà. Ce qui ne va pas, c'est que toute une série de dispositifs
qu'on connaît et dont on connaît l'efficacité ne sont pas mis en œuvre. On va continuer justement à en parler dans la deuxième partie du talk tout de suite. Véronique Decker, on le rappelle, vous êtes une figure du monde enseignant et vous êtes adepte aussi de la pédagogie Freinet. Vous êtes une directrice engagée aussi en faveur des plus démunis et c'est vous que nous recevons aujourd'hui pour parler justement de tout ce que vous criez haut et fort aussi et notamment sur vos constats que vous faites, que vous avez fait quand vous étiez encore directrice et enseignante qui sont parfois amers. On le parlait juste avant la chronique d'Ingrid Bianchi. Il y a ce sujet effectivement de régression dont vous faites le constat dans l'école publique. Est-ce qu'il y a également aussi un sujet, Véronique Decker, de désengagement quelque part des parents dans l'éducation de leurs enfants ? Non, je ne dirais pas un désengagement des parents dans l'éducation de leurs enfants, mais il y a un désengagement de la société dans la défense de ces services publics. Les gens ont cru qu'il y aurait toujours un hôpital public, qu'il y aurait toujours des médecins remboursés par la sécurité sociale, qu'il y aurait toujours des retraites payées et des écoles publiques et des PMI, et on s'aperçoit que dans les pays du tiers-monde, il n'y a pas ça, et qu'en France, il pourrait ne plus y avoir ça. Parce que tout ça, ce sont des combats sociaux qu'il faut mener pour les conserver. Ingrid Bianchi, je vous vois réagir justement aux propos de Véronique Decker. Je vous laisse prendre la parole. Oui, en fait, je pense qu'effectivement, il y a sans doute un rapprochement à opérer entre les familles qui ont des difficultés sociales, économiques, et les élèves. Et on a souvent tendance, effectivement, à parfois déléguer tout ce travail à l'école. Mais rien ne peut se faire sans ce travail conjoint, en fait, entre, d'une part, les familles qui doivent et qui ont besoin de soutenir leurs enfants et les encourager, justement, à progresser, et l'école qui doit prendre conscience des difficultés de vécu à l'intérieur même des familles. Donc là, ça sera vraiment intéressant de pouvoir faire en sorte justement de dialoguer plus ensemble. Je pense que pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait du respect. Et que le respect, qui était une grande force des enseignants il y a quelques années, il était acté par la société par de bons salaires, de bonnes conditions de formation et de bonnes conditions de travail. Et qu'aujourd'hui, tout ça s'effondre. Résultat, les enseignants sont en masse en train de démissionner. On recrute des gens qui ne considèrent ça comme un job à faire quelques années. Et ensuite, la société dit, mais ces enseignants ne s'engagent pas dans une relation parent. Pour qu'un enseignant s'engage, il faut d'abord que la société s'engage envers lui. Moi, je viens d'une époque où j'ai été rémunérée pendant 3 ans pour apprendre mon métier. Je pense que si on décidait de rémunérer les enseignants pendant 3 ans pour apprendre leur métier, sans doute ils le connaîtraient mieux et sans doute ils s'y attacheraient davantage. Alors justement, Véronique Decker, dans cette émission, on a l'habitude de poser à nos invités une question qui est une sorte de question finale, la grande question de l'émission. Si vous aviez, Véronique Decker, les clés du ministère de l'Éducation nationale, quelles seraient justement vos actions prioritaires, vos premières mesures ? La revalorisation. Les enseignants ont perdu entre 30 et 40% de salaire en l'espace de 30 ans. Et la dégradation a suivi la dégradation de leur salaire. Je pense qu'en premier, la première marque de considération, c'est de penser que si on veut des gens qualifiés, il faut les payer convenablement. Sinon, on se retrouve à ce que ça devienne un job d'appoint. Quel conseil donneriez-vous aussi à un jeune enseignant, une jeune enseignante qui se lance dans le métier aujourd'hui ? Vague question. Alors, c'est une grosse question, mais c'est un métier formidable parce que les enfants, les ados, sont une source de fraîcheur toujours renouvelée. Et que travailler au contact d'enfants et d'ados, c'est certainement la partie la plus vivifiante du métier.
Voilà. Enseigner, c'est un métier vivifiant qui fait qu'on reste toujours jeune. Tout le long de sa carrière, le fait d'être en contact avec cette jeunesse nous empêche de vieillir. Et bien justement, je crois que ce sera notre mot de la fin. Véronique Decker, que ce soit dans vos livres ou dans votre riche interview que vous venez de nous donner, vous livrez un regard rétrospectif sur vos années d'enseignante et de directrice qui sont passionnantes et au-delà de ça, très très intéressantes. Je vous remercie mille fois d'avoir été avec nous. Merci aussi à notre chroniqueuse Ingrid Bianchi. Merci d'avoir été là. Merci. Alors, si vous pouvez, mon dernier livre parle de l'égalité. Tout à fait, que je vous conseille, Entrée en pédagogie féministe. Féministe, parce que je pense que pour faire progresser l'égalité, il faut que l'école s'implique. Et ben voilà, merci beaucoup en tout cas Véronique Decker. Merci aussi à vous de nous avoir suivis et puis on se retrouve très très vite dans l'école du futur. Bye.